Les mots du slip peuvent aller se cacher parce que Steven Seagal est de retour à revue. On va tuer sa femme, on va presque tuer son fils, on va tuer son partenaire, on va lui bouffer 7 ans de sa vie. Qu'est-ce que vous croyez que Steven Seagal va faire? Oui, il va tous les tuer. Aujourd'hui, à revue, de 1990, Steven Seagal fait face à une conspiration. Un politicien corrompu et avide de pouvoir. Il sera dur à tuer dans Échec et mort. Et ça commence maintenant. Une petite avance maintenant et un gros paquet quand j'entrerai en fonction. Le film commence par un Steven Seagal dans la noirceur de la nuit, mais à l'affût. On voit qu'au loin, il se trame quelque chose de louche avec un mafieux. Une conspiration semble venir au monde sous le regard curieux de Steven Seagal. Je n'ai pas le temps d'attendre qu'il meure de sa belle mort. Attendez. Dû à un micro foireux, Steven Seagal sera repéré. Hé, Mikey! Ça pue la corruption. Peu importe qui est ce fumier, je ne veux pas qu'il vive une heure de plus. Oh, y a pas de danger, monsieur le député. Il appelle son partenaire Black et lui raconte tout ce qu'il a vu. Une bande-son et un film et il parle de descendre un sénateur. Il y avait aussi 2 autres types, je les ai pas reconnus. Il y a quelque chose de louche dans ce commissariat de police-là. La corruption est partout. Personne n'est au courant de ça, à part nous. Comme c'est la soirée des Oscars, Steven arrête dans une petite supérette, question d'aller s'acheter une bouteille de champagne. Mais comme les emmerdes semblent suivre comme une mouche trouve de la merde, eh ben ça tourne en vrille. J'ai bien envie de vous rentrer dedans et de vous aplatir. Par chance pour lui, il a clairement les probabilités de son côté. Vous êtes que 4 les mecs et puis toi t'as plus qu'une seule balle. Et c'est là qu'on atteint un nouveau niveau de sigalitude, OK? Il décide de laisser une chance à un gars qui est prêt à le tuer. Il va se mettre à genoux et dire « Viens ». Regarde, je me mets à genoux. Ça te va comme ça? Alors tu te décides? Après avoir réglé le cas de tous ces petits glandus-là, Steven rentre à la maison, question de sauter sa femme et de dire un « Je vous salue Marie » avec son fils. Je salue Marie pleine de grâce et le Seigneur. On va dire la suite ensemble. Mais pour Steven, cette soirée tout à fait normale tourne au cauchemar. Je ne ferai aucun commentaire sur le fait que Steven Seagal a pris 2 tirs de shotgun à bout portant. Ça vous démontre juste sa puissance. Son fils, propriétaire du même ADN, trouve facilement le moyen de s'en sortir. Espèce de sale petit fils de... Malheureusement pour nous, les conspirateurs semblent avoir gagné le premier round. Vernon Trent est visiblement accablé par la perte tragique d'un ami officier de police. Le lieutenant de Seagal, un certain O'Malley, voit bien qu'il se passe quelque chose de louche dans tout ça et il va décider de cacher à tout le monde que Seagal est toujours en vie. Et en attendant qu'il puisse témoigner, il faut qu'on le croie mort. C'est sa seule chance de rester en vie. On fait maintenant un bond dans le temps. 7 ans plus tard, Steven Seagal est toujours dans le coma. Je vous le garantis sur votre cœur. Une infirmière jouée par Kelly LeBrock se pointe et nous apprend rien qu'on ne savait pas avant. Steven Seagal est monté comme un taureau. Oh, quel dommage de ne pas profiter de ce que la vie t'a offert. Inspiré probablement par le coup de vent qu'il a reçu sur ses burnes, Steven revient vers la lumière. Il avertit tout de suite Kelly qu'il doit sortir de l'hôpital le plus rapidement possible. Mais la pauvre infirmière ne le croit pas. En moins d'1 heure, ils vont venir nous tuer. À peine réveillé que déjà un assassin se pointe à l'hosto. Sa mission, éliminer Steven Seagal. Bah, s'il vous plaît. Vous avez raison, on n'est jamais trop prudent. Même handicapé par 7 années de coma, Steven va trouver le moyen d'utiliser une serpillière afin de se cacher dans un ascenseur. Kelly trouve 2 cadavres, se met à courir, se pointe vers l'ascenseur et rejoint enfin Steven Seagal. Alors maintenant, vous me croyez? Kelly le met dans sa Mustang 5.0 et tout ce beau monde-là se casse de l'hosto. Rolling in my 5.0. Aujourd'hui, Tonton Steve vous
raconte. Salut toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter quelque chose qui s'est passé cette semaine. J'étais en train de surfer sur YouTube et je tombe sur le trailer du nouveau film de Ryan Gosling. Et je me rends compte qu'il nous joue encore le tour de nous pourrir la musique qu'on aime. Tom? Bon Jovi a jamais demandé d'être violé comme ça. Et le pire, c'est que c'est pas la première fois qu'ils font ça. Parce que sur le dernier Donjons et Dragons, ils avaient eu la même idée débile. Tout ce que ça me dit, moi, c'est qu'on vit dans un moment d'abysse créative où les gars ont tellement plus d'idées qu'ils prennent des bonnes chansons et trouvent le moyen de les rendre mauvaises. J'aimerais vraiment et sincèrement qu'ils arrêtent de faire ça le plus rapidement possible. Et si tu es de mon avis, pourquoi ne pas t'abonner juste ici, laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec tes amis. C'était Tonton Steve vous raconte. Quand Steven se réveille le lendemain chez un ami de Kelly à qui elle a apparemment volé la maison, il se rend compte que le conspirateur est maintenant devenu sénateur et que la campagne de désinformation face à Steven fonctionne à plein régime. Mais on voit que lui, aux infos, on dit partout que ce serait un flic marron impliqué dans une... À peine réveillé du coma, Steven tient absolument à retrouver la forme le plus rapidement possible. Il va envoyer Kelly chercher des herbes et des aiguilles chinoises. Mais avant qu'elle parte, il va lui donner une leçon de vie. Avant tout, il faudra que tu apprennes à faire le bien pour devenir le meilleur. Car faire le mal est facile. Le lendemain, un long processus de réhabilitation commence pour Steven Seagal. La muscu, les aiguilles, les bastons contre un arbre, le jogging. Un homme et son désir de vengeance. Peut-être que les herbes chinoises, c'est pas une thérapie très connue, OK? Mais c'est vachement efficace. D'ailleurs, le rétablissement de Steven impressionne tellement Kelly qu'elle va lui offrir une fleur. Je vous offrir une fleur? Femme morte, fils disparu, Steven s'en fout de ça. Si une femme lui offre une fleur, il doit lui rendre quelque chose. Lui donner une partie de son soi-même. Et quand le saxophone se met à hurler dans un film de Steven Seagal, eh bien on sait qu'une femme a été satisfaite. Ah, comme ça, oui, j'aime ça. Sa capacité de tirer un coup nous confirme qu'il est maintenant revenu à 100% de sa forme. Et question de célébrer le coup qu'il vient de tirer, il décide d'aller à la tombe de sa femme. Question de lui rendre respect. Kelly, elle, le lendemain matin, apprend que sa collègue a été assassinée. Ah, elle est morte. OK? Elle s'est fait étrangler à Westwood. Quand Steven revient au ranch, après avoir bien sûr rendu respect à sa femme, O'Malley se pointe. Et O'Malley va lui apprendre que son fils est toujours en vie. J'ai fait croire qu'il était mort et j'ai arrangé son enterrement tout comme pour toi et Félicia. Tellement excité par la situation dans laquelle il se retrouve, Steven décide de mettre sa veste en cuir. Et quand Steven met son cuir, l'heure de la vengeance approche. On les aura, tous ces salopards. Et maintenant, Steven Seagal sait qui est derrière tout ça. Et je vous le garantis sur facture. Il lui envoie même un message télépathique. Ma facture aussi, tu vas la payer, sénateur Trent, à la banque du sang. Quand Kelly est allée prendre des nouvelles de sa collègue, eh ben, elle s'est fait suivre par les méchants. Une très grave erreur de leur part. Tu veux tuer Seagal, une douzaine de mecs, ça va pas le faire. Et si en plus on donne accès à un Jeep Wrangler à Steven Seagal, vous n'avez aucune chance. Facilement sorti du ranch, Steven va retourner à son ancienne piole. Question de ramasser la vidéocassette sur laquelle il y a les preuves que le sénateur est un corrompu. Exactement comme je l'avais laissé. Il se retrouve à l'hôtel ensuite avec Kelly et il y a des mecs qui croient qu'ils peuvent l'arrêter. Mais toute cette scène-là demeure une excellente excuse pour regarder Seagal se balader en corvette.
O'Malley et le fils de Seagal, Sonny, se retrouvent encerclés par des flics pourris. Le fils réussit à se sauver à la course. C'est un grand sprinter, OK? C'est le fils de Steven Seagal. Mais pour O'Malley, c'est beaucoup plus compliqué. Merde, maman! Allez, m'occupe du monde! Justement, Steven Seagal va se pointer afin d'essayer de sauver son fils. Et les salauds vont le faire courir. Ça, ils vont le payer cher. Oh, maman! Ah! Continue sur moi, Kenjiro! On ne fait jamais courir Steven Seagal. Et devant une foule de témoins dans Chinatown, Steven Seagal va tuer un flic. Après avoir laissé son fils avec sa future belle-mère, Seagal, lui, se pointe à la maison du sénateur. Et laissez-moi vous dire qu'il est pas venu faire des gâteaux. Crève, charogne! De la part de ma femme, va pourrir en enfer. Quand Steven Seagal commence à te laisser des messages sur les murs, la fin approche. Tu es le suivant. Et quand Steven donne la mort, il donne la mort. Maintenant, t'es enfin un bon flic. Maintenant, Steven n'a plus qu'un seul cas à régler, celui du sénateur. Laissez-moi vous dire que si Steven Seagal t'enfonce un shotgun dans la bouche, t'es pas en train de vivre les meilleurs moments de ta vie. Faut dire qu'il s'amuse relativement bien jusque-là. Il fait même des blagues sur la taille du pénis du sénateur. Je ne rate jamais. Elle devait sûrement être plus petite que je pensais. Sauf que le SWAT se pointe et ils ont vu l'enregistrement. On a vu le film. On sait que t'es pas coupable. Pour Steven, c'est le poids de la vengeance qui le quitte. Enfin, il y aura justice. Le sénateur est arrêté. Et c'est la fin de Échec est mort. Ou Hard to Kill. Monsieur le sénateur, vous êtes en état d'arrestation. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Pourquoi est-ce que j'ai pas fait Undra? Ben, c'était un peu une blague que je vous ai fait. Ben, ça m'arrive. Undra est reconnu pour être un des films avec la pire piste sonore jamais enregistrée au monde. Que ce soit en français ou en anglais, c'est incompréhensible. Parce qu'après avoir filmé Undra, ils se sont rendus compte que tout le son était pourri et ils ont tout refait en studio. Ça donne un film qui a tellement pas l'air naturel. Peut-être qu'un jour je le ferai pour vous montrer à quel point c'est ridicule, mais c'était plus une blague. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait Steven Seagal et j'avais envie de faire un Seagal. D'ailleurs, parlons-en de Échec est mort ou Hard to Kill. C'était l'époque où Seagal était un héros sur deux pattes. Le gars faisait Nico, Désigné pour mourir, Échec est mort, enchaînait ça avec Justice sauvage. Il était en feu. En plus, il venait de marier Kelly LeBrock. Tout lui réussissait. Et Échec est mort est un échantillon de l'époque Seagal où tout le monde aimait Seagal. Le genre de film où il était actif. Oui, parce que cette semaine, j'ai regardé General Commander de 2019 et ça fait mal. La chute d'un idole. Échec est mort avait tout pour être un succès Seagal. Une femme tuée, un enfant perdu, une infirmière cochonne, des bastons, des mecs qui se font casser des bras puis des jambes, un shotgun, sa veste de cuir. Vous voulez quoi de plus de Steven Seagal? En plus, il te fait pas chier avec l'environnement pendant 10 minutes. C'est la recette qui a fait de lui une star mondiale, mais également la recette qui l'a amené au direct ou DVD un peu plus tard dans sa carrière. Peu importe, pour ceux et celles qui ont jamais vu Échec est mort, vous devez le voir au moins une fois dans votre vie, quoi. Ça nous rappelle les actionneurs comme on les aimait au début des années 90. Un film d'action qui se prend juste assez au sérieux pour nous garder dans l'histoire. Un Steven Seagal au sommet de son art. Est-ce que c'est son meilleur? Non, mais il est quand même vachement efficace. Vous pouvez maintenant joindre Revue sur Patreon où vous y trouverez du contenu sans pub, du contenu exclusif et quelques petites surprises. Et toi, qui n'es toujours pas abonné à YouTube, tu peux le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec tes amis et on se revoit la prochaine fois.
Il y a des mecs avec qui tu cherches pas la merde dans la vie. Et Gino Felony est un de ces mecs-là. En l'espace d'1 heure et demie, il va te foutre un de ces bordels dans Brooklyn et Richie va regretter d'avoir tué son partenaire. Aujourd'hui, à revue de 1991, Steven Seagal se fera justice sauvage. Et ça commence maintenant. Alors tu bosses pour moi ou merde? Le film commence par un proxénète hyper cliché, noir avec la Cadillac, qui débarque. Au loin, on voit Steven Seagal, Gino, et son partenaire, Bobby, en train de faire une petite surveillance. Le problème, c'est que le pimp en question va commencer à abuser d'une de ses filles. Elle va se mettre à crier « Je suis enceinte, je suis enceinte ». Et là, le pimp va lui mettre 2-3 baffes, lui rappeler que les condoms font partie intégrante de ses responsabilités de travail. Mais Gino, il est pas capable de regarder ça sans rien faire, quoi. Faut intervenir. D'ailleurs, je conseille aux gens que si vous baisez la femme de Gino, ne pas lui dire. Ta femme, je la baise, ta mère! Richie, l'antagoniste du film, va tuer un mec en pleine rue, en plein jour, devant plein de témoins. Le mec en question, le partenaire de Gino, Bobby. Alors, comment tu te sens, Bobby? Tu rigoles plus, là, hein? Richie va avoir également un cas de rage au volant, un problème de société qu'on vit tous les jours lorsqu'on conduit une voiture. Et Richie a sa manière à lui de régler ce genre de problème-là, même que moi je trouve qu'il va un peu loin, quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Dis qu'il est capable. C'est moi, con, hein? Gino arrive sur la scène de crime, débardeur, béret, queue de cheval. Seagal Prime. Ouais, d'accord, on va faire ça. Mais c'est moi qui choperai ce fumier de Richie. Il passe pas par 4 chemins, il va voir directement son patron et lui dit « Moi je veux régler ça à ma manière, j'ai besoin d'un fusil à pompe et d'une bagnole. » D'accord, mais laisse-moi régler ça à ma façon. Donne-moi juste un fusil à pompe et une voiture. Premier stop pour Gino, aller voir le chef de la mafia locale. Question de mettre les choses au clair avec lui. Peu importe ce que la mafia veut, Gino a décidé que c'est lui qui allait s'occuper de Richie. Gino n'a aucune intention de les laisser choper Richie avant lui. Pour Gino, sa vendetta commence. Si je le retrouve avant vous, c'est moi qui m'occuperai de lui. Je vous pose la question, est-ce que les Beastie Boys ont déjà eu un plus grand honneur dans leur carrière que d'avoir une de leurs chansons dans un film de Steven Seagal? En se baladant dans le quartier, il va entrevoir Richie qui est en train de faire du recrutement, il a besoin de mecs, quoi. Et Gino, même pas d'hésitation, se lance en poursuite de Richie. On réglera les problèmes administratifs demain. Énorme poursuite à voiture dans les rues de Brooklyn qui se terminera à la boucherie. Et à la boucherie, on aura enfin le droit, en tant que spectateur, d'observer la puissance de l'aïkido. Gino a trouvé un petit chien dans la rue. Oui, il y a 2 ou 3 scènes dans le film avec le petit chien, un petit berger allemand bébé. Et à la sortie de la supérette où il était allé acheter de la bouffe à chien, il va tomber sur Frankie, un bonze de la mafia locale. Et Frankie va lui dire « Gino, sois patient, laisse-nous régler ça à l'interne. C'est nos problèmes à nous, c'est pas les tiens. » Mais pour Gino, c'est personnel. C'est une affaire personnelle. Et c'est tout. Parlant de trucs personnels, Gino va aller voir les parents de Richie. Dans une scène extrêmement inconfortable, j'imagine, il va clairement leur indiquer que si Richie se rend pas bientôt, eh ben il va le tuer. Faut avoir une paire de couilles en bronze pour aller voir les parents d'un mec et leur dire que tu vas tuer leur fils. Sinon, je le tuerai. Richie va aller voir une de ses anciennes putes, Rika, qui est en train d'apprendre à lire à sa petite sœur de 17 ans. On s'en fout un peu parce que parallèlement à tout ça, Gino va rentrer dans un bar. Oui, la scène la plus épique, peut-être, de l'histoire de Steven Seagal, la scène du bar. Personnellement, t'as le sentiment que sa bite est arrivée dans le bar 1 heure avant lui. Parce que quand il arrive là, tout le monde a déjà la chiasse de lui et il commence à insulter tout le monde dans le bar sans aucune gêne, comme s'il était dans son salon. Je te jure, tu devrais pas me parler comme ça. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Il pète le nez du barman. Prend une boule de billard, la met dans un chiffon, la tourne, pète les dents d'un pecno. Se bat à genoux avec un Asiatique afin de lui laisser une chance.
rend un mec stérile. Pète le nez d'un mec de la mafia. Casse la main du frère à Richie à qui c'est le bar. Mais qu'est-ce que tu fais, Vinny? Et cette scène-là, je peux pas la résumer en 1 minute, ça lui rend pas justice. La seule chose qui peut se rendre justice à cette scène-là, c'est que vous preniez le temps de la regarder. Fort probablement top 3 de toute l'histoire cinématographique de Steven Seagal côté scène de combat. Dis à ton putain de frangin que je lui couperai la tête et que je lui pisserai dans la gorge. Salut toi qui écoute la vidéo. Pourquoi ne pas t'abonner juste ici si tu aimes ce que tu vois? Pourquoi ne pas laisser un pouce bleu et activer les notifications? Et maintenant, on retourne à Justice sauvage. On n'oublie pas que ce film-là est sorti en 91, on a donc le droit à un montage. À la fin du montage, Gino retourne voir les chefs de la mafia et ce coup-là, c'est pour mettre les choses vraiment au clair. Alors que les choses soient bien claires, je suis tout sauf un des vôtres, t'as compris? Gino va aller voir la sœur de Richie maintenant parce qu'après avoir foutu le bordel dans le bar du frère à Richie, c'est maintenant le temps d'aller mettre un peu le bordel dans le resto de la sœur à Richie. Là-bas, une serveuse va lui donner une napkin. Sur la napkin, écrit Roxane. Mais Gino a apparemment aucune patience avec la famille à Richie. Il va arrêter la sœur de Richie sans aucune raison apparente. Je t'arrête. Steven Seagal, dans ses films, a souvent des répliques assez intéressantes et je vais prendre une petite seconde pour vous en montrer 3 qui démontrent un peu le personnage qu'il veut créer avec Gino. Et c'est également le genre de phrase qu'on ne voit plus dans les films aujourd'hui. Vous pourriez me dire pourquoi on les voit plus dans les commentaires. Gino sur les serveuses. C'est qui celle-là? Laquelle? Celle qui a les 2 obus de 75? L'opinion de Gino sur se faire tailler une pipe. Non, ça fera pas mon affaire, ça, Patty, t'es pas assez doué. Salaud! Gino et son opinion sur la qualité du travail des prostituées. Mais t'as pas le droit de me serrer comme Tu ça! sais que je suis vachement déçu, j'aurais cru que tu valais au moins 15 $. Gino essaye toujours de trouver la raison pour laquelle Richie a tué Bobby. Et en fouillant dans le bureau de Bobby, au poste de police, il va trouver la raison. Un sac de coke, du pognon et des photos compromettantes. Une chose est claire, Bobby s'amusait beaucoup. Richie, maintenant, il y a une voiture dans laquelle il y a une radio qui lui permet d'entendre les conversations des flics. Et c'est comme ça qu'il va entendre que l'ex-femme de Gino voudrait qu'il vienne la voir à la maison. Il va donc envoyer ses hommes là-bas. Et ça tombe mal parce que c'est le moment où Gino est en train de s'ouvrir le cœur sur la mort de son père à son ex-femme. Et c'est dans ces moments-là qu'on voit toute la portée du jeu de Steven Seagal. Intense, sincère, un regard de feu, une présence physique inébranlable. Malheureusement, cette performance de jeu-là sera interrompue par des mecs qui veulent le tuer. Moi, je dis ça, je dis rien, mais à la fin de cette scène-là, il va carrément assassiner un mec, quoi. Je vous rappelle que Steven Seagal joue un flic dans ce film-là. Saloperie! Après avoir fait le ménage chez son ex, il va aller voir la fille qui lui a donné la petite napkin avec écrit Roxane dessus. Elle a l'air d'avoir beaucoup pleuré dernièrement. On dirait que t'as beaucoup pleuré ces temps-ci. Ouais, j'ai épluché des oignons. La fille sur la photo s'appelle Roxane et que la fille qui lui a donné le nom de Roxane était également une ancienne maîtresse de Bobby. Je vous ai dit que Bobby s'amusait bien. Richie, lui, va aller rendre visite à son frère, le propriétaire du bar où Gino a foutu son bordel plus tôt. Et Richie va atteindre son point de non-retour et va tuer 3 mecs de la mafia. S'il était pas dans la merde, maintenant il l'est pour de vrai. Derrière toi, du con! Gino, lui, va retrouver Roxane morte dans son appartement. Tu as déjeuné ce matin? Oui. Eh ben c'est dommage, c'est pas beau à voir. Sans aucune surprise, le parcours de Bobby commence à devenir de plus en plus clair pour Gino et il va aller voir la femme de Bobby. Et c'est là que le film prend une tournure assez bizarre, je crois. Gino va confronter la femme en disant que Bobby était ripou. Et il va présumer que la femme de Bobby aurait donné des photos de Bobby en train de niquer Roxane, et que Roxane était la copine de Richie, et que c'est pour ça que Richie l'aurait tué. Mais elle se défend d'avoir donné les photos à Richie, mais c'est dur à croire. Parce qu'elle dit des phrases comme « Je ne croyais pas qu'il le tuerait ». Disons qu'en tant que spectateur, c'est dur d'avoir beaucoup de respect pour Bobby à ce moment-là dans le film. Et pour sa femme. Mais apparemment, ça change rien pour Gino qui continue son chemin de vendetta. Je te jure, je voulais sauver mon mari, Gino! Calme-toi, Laurie. Et Richie, quand il s'amuse, il s'amuse. Et dis-lui de nous envoyer ses meilleures putes. Qu'on n'aille pas dire que vous êtes avec moi et que pour le pognon.
D'ailleurs, Gino va recevoir un tuyau sur la position de Richie et il va y aller avec sa queue de cheval et son shotgun. Gino va prendre une balle, mais faut pas déconner, ça prend plus qu'une balle pour faire mal à Steven Seagal. Et là, Gino, il a le feu dans les yeux. Crève, salope! Duel final entre Richie et Gino, et Richie, il en prend plein la gueule. Richie, il a tout essayé dans ce combat-là. Un couteau, un barreau de chaise, un poêlon. Mais tu veux faire quoi contre la puissance de l'aïkido? Et il va prendre le flingue de Frankie, son pote de la mafia qui vient tout juste d'arriver, et tirer 3 fois dans Richie. Tout le long du film, on a eu l'impression que Gino était un flic qui marchait sur une ligne très mince entre la loi et la mafia. Et cette ligne-là n'existe plus du moment où il dit à Frankie de s'occuper du corps de Richie. Non mais t'es malade. Non, pas vraiment, non. Balancez-le dans une malle quelque part, je sais pas. Et c'est la fin de Justice sauvage. Tu crois que c'est parce que je suis flic, mais j'en ai rien à foutre d'être flic. Un autre film auquel on a coupé 30 minutes afin qu'on puisse le mettre plus souvent en salle. Et ça crée des gros problèmes de raccord dans le film. On voit qu'il y a des scènes qui ont été tournées, surtout durant le montage qu'ils font. Et on se dit qu'il y a peut-être un directeur Scott qui existe à quelque part qui nous aurait donné des meilleures motivations sur les raisons de Richie de tuer un flic en pleine rue, en plein jour. Parce que le mec, c'est un mafieux, c'est pas le Joker, quoi. Et si je devais donner un défaut à ce film-là, mis à part le fait qu'il n'y a pas d'hélico et pas d'explosion, eh bien c'est que Steven Seagal n'est pas italien, et j'imagine que tous les Italiens qui l'entendent parler italien, surtout au début du film, doivent faire des crises d'apoplexie. Les films de Steven Seagal sont plus ou moins toujours le même film. Mais Justice sauvage, comme il a été fait à une époque où Steven Seagal avait encore un semblant de charisme, fait partie de ses 3 ou 4 meilleurs films selon moi. Oui, je préfère Désigner pour mourir, mais Justice sauvage a de très bons moments, dont la scène de bar qui est juste épique. N'oubliez pas que R. Lance Hill, qui a écrit ce film-là, Justice sauvage, a également écrit Roadhouse. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Les erreurs de réalisation sont très vite oubliées quand on regarde la performance en général de Seagal dans ce film-là. C'est vraiment ce genre de film-là qui lui a donné le statut de mythe, de légende, avec sa présence à l'écran qui était plus grande que nature et surtout avec la puissance de l'aïkido. Si vous ne l'avez pas vu, prenez le temps de le voir. Si vous l'avez déjà vu, allez le revoir, surtout durant les journées de congé. Vous allez passer un très bon moment. Parce que malgré tous ses défauts, ça reste un super divertissement et c'est ça l'objectif du cinéma à quelque part. Nous divertir. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois. Peut-être la pire chose qui soit arrivée aux Amérindiens depuis les couvertures assaisonnées de variole. Un réalisateur, un homme, un rêve. Steven Seagal avec du pognon et l'envie de dire à tout le monde que l'écologie, c'est important. Que la nature, c'est notre grand-maman. Tout ça, bien sûr, saupoudré par la puissance de l'aïkido et les tatanes à gogo. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, réalisé et interprété par Steven Seagal. Terrain miné. Et ça commence maintenant. Alors, t'as voulu faire un barbecue? Ah, déconne pas, Forrest, c'est un vrai désastre. Le film commence par une explosion dans une raffinerie de pétrole. Un homme se pointe pour régler le problème. On va lui donner un bouclier en tôle. Il n'y a pas vraiment besoin de plus, le bouclier est amplement suffisant. Et grâce à ce bouclier-là, il n'y a plus rien qui peut lui résister, OK? Et quand le danger est à son maximum, il va sortir, s'allumer un petit cigarios et tout faire péter. L'homme en question s'appelle Forrest. Il est joué bien sûr par Steven Seagal. Et c'est là que tu te rends compte à quel point le personnage est admiré de tout le monde. C'est un héros.
On nous présente maintenant l'antagoniste principal du film et il s'agit de Michael Caine. Michael Caine est un acteur qui aime bosser. Apparemment, il n'a jamais dit non à une offre. Il a dû faire 200-300 films. Donc, il y en a des bons et des moins bons. Je vous laisserai juger de sa performance dans Terrain miné par vous-même. C'est une erreur humaine qui est la cause de cet accident, comme d'habitude. On passe maintenant à une scène dans un bar. Normal. Un mec arrête pas de faire chier un Amérindien. Ça va énerver Steven et tu vois la puissance de sa présence. Le mec, il fait juste se lever, OK? Le calme dans le bar quand il se lève. Même toi, quand tu regardes le film, tu te chies presque dessus. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Apparemment, et malheureusement pour lui, le mec, il l'a pas compris et il va continuer de faire chier un Amérindien. Ça, pour Steven, c'est la goutte qui fait déborder le vase, hein? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va choper un lasso, oui, un lasso, et il va commencer à péter des gueules dans le bar, mais... vas-y, quoi. Et comme pour instaurer sa virilité, même si, selon mon opinion, c'était déjà fait, il va jouer à un jeu d'enfant avec le chef des trous de cul. Oui, celui où tu te mets les mains comme ça et tu dois aller plus vite que l'autre pour taper les mains. Pourquoi un jeu d'enfant? Parce que c'est Steven Seagal et s'il y a une leçon à donner à quelqu'un, il va la donner à sa manière. Bref, le mec, il va le sentir passer. On va jouer à la main chaude. Il y aura un seul vainqueur. C'est à toi de cogner, alors vas-y, mets le paquet, mon pote. Et c'est après avoir donné 3 ou 4 bons coups de poing au mec que Steven Seagal va décider de régler 400 ans de racisme. Qu'est-ce qu'il faut pour changer la nature d'un homme? Il me faut du temps pour changer. Michael Caine, vous vous rendrez compte dans ce film-là, il passe énormément de temps à s'énerver. Et présentement, il s'énerve parce qu'il lui reste 13 jours pour finir sa raffinerie. Grosse raffinerie, tout neuf. Et s'il réussit pas à le faire en 13 jours, eh bien, les droits de pétrole retournent aux Amérindiens. Et ça, pour Michael Caine, c'est inacceptable. Les droits sur le pétrole reviendront à ces salopards d'Esquimaux. Steven, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à enquêter sur ce qui s'est passé au début du film, l'explosion. Et il va se rendre compte qu'ils ont acheté des blocs de sécurité à rabais en Chine. Là, Steven, il est hors de lui, hein? Il va donc confronter Caine avec ça. Et ça va encore plus énerver Caine parce que là, il va se rendre compte qu'il y a des gens qui se mêlent de ses affaires et lui, il aime pas ça du tout qu'on se mêle de ses affaires. Il va donc envoyer ses hommes torturer et tuer le meilleur pote de Steven Seagal. Et quand ils auront réglé le cas de son meilleur pote, Caine va aller voir Seagal et lui dire qu'il a besoin de son aide pour un boulot. Sauf que bien sûr, c'est un piège. Je pense que Steven sait que c'est un piège, mais il veut juste que l'histoire continue, quoi. Donc il va se rendre là et ça va péter. Et je vous demande de noter la puissance de l'explosion. Salut toi, belette calfeutrée, ours endormi, renard bruyant, gerboise sautillante, lapin coquin ou encore aigle des villes. Comme tu vois, je suis capable de dire autant de conneries que Steven Seagal dans un film d'Amérindien. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici, à laisser un pouce bleu, à activer les notifs et à partager la vidéo avec tes potes. On retourne à Terrain miné. Heureusement pour Steven, il y avait des Inuits qui passaient par là. Oui, c'était l'heure de leur promenade de chien. Et le chef des Inuits, lui, il a une vision. Il cherche un ours. Et il a le sentiment qu'il y a un ours par là-bas. Mais en réalité, c'est Steven. Donc, il va aller le chercher et le sauver. Le ramener à son village. Et là, Steven, il est tellement faible, OK? Que là, il y a une petite vieille qui va mâcher sa nourriture avant de lui donner. Mais oubliez jamais que Steven est un poète. Que je suis une souris qui se cache des faucons dans la maison d'un corbeau. Vous vous souvenez de l'explosion qui a propulsé Steven Seagal à peu près à 60 mètres? Eh bien, il s'en est vachement bien sorti. Le lendemain, Steven n'a plus de temps à perdre et décide donc de partir en traîneau. Certains Inuits vont l'accompagner. Ils vont arrêter sur le bord d'un lac, question de bouffer de la truite. Et apparemment, Steven Seagal est l'élu des dieux. L'aîné du groupe va prendre une plume et il va envoyer Steven en transe. Puis tu retrouveras le chemin du retour. On va voir Steven Seagal se battre contre un ours.
Tomber dans une rivière. Se retrouver dans une caverne où il a le choix entre une chaudasse et une petite vieille. Mais Steven va mettre ses mains comme ça, et là, il va réfléchir, il va prendre son temps, et il va choisir la petite vieille. Et là, la petite vieille, elle va prendre son hochet, et là, elle va commencer à bénir Steven avec son hochet. À quelque part, elle nous confirme, que Steven Seagal est l'élu des dieux. Donc, Steven Seagal renaît mi-ours, mi-aigle et 100% débile. Comme faut nous montrer que les méchants, c'est des méchants. Oui, parce que tuer le meilleur pote de Steven et le torturer, c'était pas clair. Ils vont se pointer au village des Inuits. Et là-bas, ils vont tirer sur le chef des Inuits. Et ça nous montre à nous, en tant que spectateurs, que les méchants sont des méchants. Au cas où on arriverait en plein milieu du film. Je serai témoin de votre mort. Sur son lit de mort, l'aîné du village va donner à Steven une amulette. Et Steven, lui, va nous faire cadeau en tant que spectateur de toute la puissance de son jeu. Dis-lui. Merci. Un skidoo, ou une motoneige en Europe, va apparaître comme par magie dans le village et ça va donner une scène magique où Steven Seagal a amené Massu avec lui. Massu, c'est une fille du village. Après sa balade en motoneige, Steven se pointe à la piole de son pote. Son pote qui a été tué plus tôt. Parce qu'il avait laissé là-bas un sac avec un flingue et des vêtements pour femmes. Oui, apparemment, Steven Seagal avait un sac avec des vêtements pour femmes dedans. Donc, il va donner les vêtements à la fille. On n'aura jamais le temps d'apprendre pourquoi Steven Seagal se baladait avec des vêtements pour femmes, parce qu'ils vont être interrompus par une fusillade. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont en train de faire chier le mauvais mec, hein. Comme Steven est maintenant beaucoup trop fort pour les mecs de la pétrolière, Michael Caine va décider de faire appel à des mercenaires. Vous voulez qu'on vous le livre comment? Je vois. Steven, lui, va aller chez un autre de ses potes amérindiens. Oui, le mec, il a des contacts partout, OK? Il se balade d'une piole à l'autre. Et là, il va s'énerver contre la fille, OK? Parce qu'elle, elle veut appeler les journalistes puis prendre des solutions pacifiques de chachotte. Là, Steven, il va la regarder, il va lui dire « Non, mais faut que t'arrêtes maintenant, fille, hein? On est dans le vrai monde. » Il va lui dire « Carré comme ça, il y a un temps pour être écolo et il y a un temps pour péter des gueules. » Il est tellement énervé qu'il va chier sur les esprits, OK? J'ai aimé le monde des esprits et j'aimais ton père. Mais on n'en est plus là. La violence, en fin de compte, c'est la seule solution. Donne-moi un fusil FX avec tous les chargeurs et toutes les munitions que tu as. Un M14? Il va donc mettre la veste la plus raciste que vous avez jamais vue de votre vie et partir à cheval. Dans un hélico, le chef des mercenaires parle de Steven avec énormément d'humilité. Soit son passé est tellement top secret qu'en interrogeant l'ordinateur, on n'a même pas la mention top secret. Parallèlement à tout ça, on apprend que Steven avait une planque d'explosifs dans la montagne. Parce que c'est tout à fait logique d'entreposer des claymores, des grenades, du C4, de la dynamite dans un petit chalet en bois rond à la montagne. Oh, c'est pas vrai. J'ai entreposé ça il y a 1 an ou 2. Les mecs, ils pensent se la péter parce qu'ils ont un hélico, OK? Mais ça prend plus qu'un hélico pour tuer Steven Seagal. Et c'est là que tu vois que Steven, il connaît la forêt par cœur, OK? Même si les mercenaires sont allés chercher des chevaux, lui, il sait exactement les chemins qu'ils vont prendre, comment ils vont faire pour se rendre vers lui. Fait qu'il va mettre des pièges à con partout. Pour rajouter à tout ça, tu sens à travers l'écran que Steven et son cheval font un. Et ça va lui permettre de sauter par-dessus un précipice comme si de rien n'était. Il arrive ensuite à la raffinerie de pétrole. Et c'est le temps pour lui de s'improviser un silencieux avec une bouteille de coca. On a besoin de toi! Après avoir tué le mec, c'est l'heure du sabotage. Un pauvre mec décide de se soulager au mauvais endroit. Et c'est là que tu comprends que Steven, afin de sauver l'écologie, afin de sauver son bout de pays, quelque part afin de sauver le monde, va décider de faire péter une raffinerie de pétrole. Oui, parce que des fois, pour sauver, tu dois détruire. Tirez-vous d'ici, tout va sauter!
Même si le film est presque terminé, c'est important de rappeler à tout le monde que Steven Seagal est le meilleur des meilleurs. D'abord, verbalement. C'est le genre de type qui boirait un bidon d'essence pour pouvoir pisser sur ton feu de camp. Ensuite, en images. On va gaspiller un hélico en tuant un mec avec. Et Steven Seagal n'a aucune pitié pour personne. C'est de l'essence? Fous-toi le camp! Le chef des mercenaires, qui est joué par un mec qui est un bon acteur, parle beaucoup trop dans ce film-là. Ta putain de cervelle! Et oubliez jamais que Michael Caine est un romantique. Toi et moi à Bangkok, on s'est payé des putes beaucoup mieux que ça pour $5. Je trouve ça dommage qu'il mente parce que Steven Seagal n'a jamais eu à payer de sa vie pour qu'une femme couche avec lui. Mais Steven demeure philosophe. Qu'est-ce qu'on peut dire à un homme qui n'a pas de conscience? T'es de la pourriture, Michael. Et il va finir par le tuer en l'envoyant dans le pétrole, une fin tout pourrie. Et c'est là que tu te dis, c'est la fin de Terrain miné. Mais absolument pas, non. Non, parce que Steven Seagal décide de donner un discours de 7 à 8 minutes, je crois, sur l'écologie. Et qui, après avoir regardé un film d'action d'1h30, n'a pas envie d'une leçon de morale sur l'écologie? En tout cas, moi, je sais que ça m'a fait vachement chier. Pas que son message soit faux ou quoi que ce soit, juste que quand j'écoute un film de Steven Seagal, j'ai pas vraiment envie de penser à l'écologie. En plus, tout ce qu'il dit, on dirait un enfant de 12 ans qui est en train de réciter devant sa maîtresse. Parce que autant ce qu'il dit est pas forcément faux, autant ça a la naïveté d'un enfant. Et comme pour mettre la cerise sur le gâteau, eh bien, si vous continuez de regarder le film jusqu'à la fin du premier générique, il y a une scène de cachet. Ben, pas vraiment cachée, mais il y a une scène d'extra, on va dire. Où Steven, sur un canot avec la fille, voit un aigle. Et ça, c'est la fin, très débile, de Terrain miné. Regarde. D'abord, je vous explique tout de suite pourquoi je classe ce film-là dans les nanars. Il y a un mot que Nanarland utilise qui s'appelle de l'ego-sploitation. En anglais, on dirait Vanity Project. Et ça, c'est un type de nanar en soi-même. C'est un film où le réalisateur, et souvent l'interprète principal, se met dans une situation où il devient presque un être parfait. Dans le cas de Seagal et dans le cas de Terrain miné, eh bien, il est l'élu des dieux d'un autre peuple. Mi-aigle, mi-ours, 100% Steven. Tout est fait dans l'histoire du film pour le faire super bien paraître, pour démontrer sa puissance de caractère, sa puissance physique, son aura incroyable. Et dans Terrain miné, ça devient tellement débile parfois que tu ne peux qu'en sourire. Ensuite, je veux dire à tout le monde, des Indiens, ça habite en Inde. En Amérique, c'est des Amérindiens. Des Esquimaux, on ne peut plus dire ce mot-là. On dit Inou. C'est peut-être mes sensibilités à moi de Nord-Américain, mais les entendre dire Indien tout le long du film, ça m'énerve. Je sais qu'on peut pas refaire le passé, mais à l'époque, on savait déjà que Indien et Esquimau n'étaient pas des mots qu'on était supposé d'utiliser. Et quand tu es en Amérique du Nord, tu sais de quoi a l'air une réserve. À l'époque, c'était 94, quoi. C'était pas 1820. Faut pas déconner non plus. Même si c'était dans le grand nord de l'Alaska, les mecs ont des quads, les mecs ont des skidoo. Ils vont pas à l'épicerie en chien à traîneau. Mais tout ça semble rentrer dans le fantasme de Steven Seagal. Même la manière qu'il s'habille dans ce film-là est hyper déplacée des fois. Et il y a aussi une prémisse du film que je déteste dans tous les genres de films. L'homme blanc qui arrive pour sauver une minorité. Que ce soit la professeure blanche qui se pointe dans le ghetto pour venir enseigner à des étudiants, ça m'énerve. Que ce soit l'entraîneur blanc qui va entraîner une minorité dans un sport X et leur apprendre à gagner, ça aussi, ça m'énerve. Et si c'est un blanc qui arrive chez les Amérindiens et qui, par miracle, est presque connecté directement à leur dieu, ben ça va m'énerver aussi. Ce genre de prémisse-là m'énerve profondément. Mais après, je connais plein de gens et certains de ces gens-là, je les aime beaucoup, qui adorent ce film. Pour eux, c'est plus qu'un plaisir coupable, c'est un de leurs Seagal préférés. Je respecte votre opinion. Pour moi, ce film-là, c'est la ligne de démarcation entre ce que Seagal a fait de mieux et ce que Steven Seagal va continuer de faire. Soit de la merde.
Parce que tout son trip d'ego qu'il y a dans Terrain miné, c'est le Steven Seagal des années 2000 et 2010. Il y avait juste plus personne pour lui dire « Steven, tu vas trop loin ». Et surtout, plus personne pour lui dire d'arrêter de manger, quoi. Oui, parce que les derniers films de Steven, pas facile. Pour ceux qui voudraient revoir le film, moi je vous dis, regardez-le avec ce côté-là, Ego-sploitation, et vous allez vous rendre compte à quel point Steven Seagal va loin dans le culte de son soi-même dans ce film-là. Pour ceux qui l'ont jamais vu, eh bien, c'est à vos risques et périls. J'ai fait des vidéos sur la chaîne où je vante certains films de Steven Seagal. Je crois que Nico, Désigné pour mourir, Above the Law et Piège en haute mer sont de très bons films d'action. Terrain miné, c'est ma limite, quoi. Pour moi, c'est le point de non-retour. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs et partager la vidéo avec vos potes. On se revoit la prochaine fois. En 2013 et 2019, Steven Seagal a fait 15 films. 15 films en 6 ans, tous plus à chier les uns que les autres. Aujourd'hui, en avril 2024, à Dimanche Navet, je vous parle d'un de ces films. De 2016, End of a Gun. Et ça commence maintenant. Le film commence par nous montrer des nibards qui gigotent. Ça, c'est obligatoire dans les films de Steven Seagal de cette époque-là. Il y a soit toujours une scène dans un bar de stripteaseuses ou des filles qui gigotent du nibard. On est à Paris et tout d'un coup, Steven Seagal décide de mettre fin à des années de violence contre les femmes. Une putain de querelle d'amoureux, tu vois? Allez, venez avec moi. Pour Steven Seagal, battre sa femme est un des crimes les plus graves au monde. Tu es jugé immédiatement et assassiné sur un parking. Quand la police se pointe, ça tombe que le commissaire est un pote de Seagal. Normal. Et là, Steven décide de faire la morale à la France. Il va leur expliquer que s'il n'avait pas eu d'armes sur lui, un droit que les Américains ont de naissance, il serait mort aujourd'hui. Je serais mort à l'heure qu'il est, et je pense que même en France, on a le droit de se défendre. Et que comme les Amerlocs, les Français devraient avoir le droit de porter une arme partout, tout le temps, comme ils veulent. Pourquoi? Parce que si c'est bon pour les Américains, ce serait que bon pour la France. Bien entendu, j'ai le droit de porter une arme sur le sol américain. Steven se pointe ensuite au commissariat, question de nous rappeler qu'il est un ex-agent de la CIA, de la DEA et qui a été dans l'armée longtemps. C'est un gars important, OK? Et n'oubliez pas que ce film-là a été tourné en 2016. Ça fait maintenant plus de 30 ans que Steven Seagal joue des personnages qui ont déjà été dans la CIA ou la DEA. Là, il va regarder son pote dans les yeux, puis il va lui dire que oui, il sait qu'en France, il y a des lois, mais que s'il a envie de faire sa propre loi, c'est pas un Français qui va commencer à lui dire quoi faire. OK? C'est le style américain. Fuck la police. Il a beau parler de tout ce qu'il veut, moi je suis hypnotisé par la moquette qu'il a sur la tête. C'est mon flingue préféré que vous m'avez pris. Et là, la fille qui a sauvé la veille, la petite Lisa, se pointe au bistrot pendant que Steven est en train de boire un petit café tranquille. Cette dame est une ancienne danseuse, stripteaseuse bien sûr, qui fume. On a le droit de fumer ici? On est en France, non? J'ai déjà été en France. C'est pas vrai l'affaire que t'as le droit de fumer partout en France. C'est un mythe américain. Ils sont aussi chiants en France que partout dans le monde avec la cigarette. Et c'est pas juste parce que j'ai été en France que je sais qu'en France, t'as pas le droit de fumer partout où tu veux. J'ai des yeux et dans le film, on vient de me montrer une pancarte « Défense de fumer ». Et là, la fille commence une conversation avec Steven. Tu sais qu'il y a une petite tension sexuelle qui te donne envie de vomir. Mais elle va finir par lui expliquer que son copain, le mec que Steven a tué la veille, avait laissé 2 millions dans le coffre de sa voiture. 2 millions d'euros, bien sûr. Et s'il va chercher la voiture à la fourrière, eh bien, elle va lui donner 10%. 2 millions. Et comme son ancien copain était un dealer de crack, OK? Ben, c'est le devoir de Steven Seagal de voler cet argent-là. Donc en fait, il vaudrait mieux qu'on le vole, parce que comme ça, grâce à nous, moins de gens souffriront. Bravo! Bravo, merci Steven, merci! Sauf que le pognon appartient à un certain Monsieur Vargas.
un Texan qui contrôle le milieu de la drogue à Paris. Attachez-vous pas trop à ce personnage-là parce qu'il sert absolument à rien dans le film. Il n'y a aucune influence sur le film. Pourquoi il n'y a pas d'influence sur le film, M. Varga? Eh bien, parce qu'il va envoyer son meilleur homme, Gage, en France, essayer d'aller chercher le pognon du mec qui est mort la veille. Et ce mec-là, Gage, c'est un mec qui a une philosophie incroyable. Soit tu es celui qui accroche les autres au plafond pour les faire parler, soit c'est toi qui te retrouves accroché au plafond. D'ailleurs, Gage, qui est apparemment déjà à Paris, décide d'aller voir son avocat. Et au lieu d'aller voir son avocat dans un bureau d'avocat, comme tout le monde le ferait, Gage, lui, il va aller voir son avocat dans un genre de parc à chiens, parc pour enfants. Et c'est tout à fait normal dans un film de Seagal de cette époque-là de rencontrer ton avocat dans un parc. Oui, parce que ça permet à Seagal de donner un rôle à la pute roumaine qui l'a baisé la veille. Hey, doucement, c'est mon chien. Parce que sinon, pourquoi rencontrer ton avocat dans un parc à chiens ou parc à enfants? Tu prends d'énormes risques. Au fait, vous venez de marcher dans une merde de chien. C'est pas le seul philosophe, Gage, dans ce film-là, parce que bien sûr, Steven Seagal, comme dans tous ses films, nous offre de la philosophie à 2 balles. C'est juste que quand ça fait 30 ans que t'entends les mêmes merdes philosophiques de Seagal dans un film, ça commence à véritablement te faire chier. Il faut que vous compreniez une chose, ma belle. L'obscurité est notre amie. La fille Lisa réalise le fantasme de plein de filles nées dans les années 90, probablement, couchées avec Steven Seagal. Et Steven est un peu déçu de la manière qu'elle a couché avec lui. Je pense qu'il s'attendait à mieux, parce que tout d'un coup, c'est plus 10% qu'il veut. Non, c'est 50%. J'aimerais qu'on soit associés. 50-50. Imaginez la déception sur le visage de cette fille-là, OK? Tous les efforts qu'elle a mis dans la baise qu'elle vient de faire, parce qu'on s'entend que c'est pas Steven qui bossait, quoi. Eh ben, c'était pas assez pour Steven. Je n'ai pas été si bonne. Je t'assure que t'étais très très bonne. Donc Steven, lui, maintenant, il s'attend à recevoir 1 million. Et avec son million, il a un rêve. Prendre sa retraite en Floride. J'ai un ami qui vit à Key West. Il doit me trouver un endroit où vivre là-bas. Si c'était ça son rêve en 2016, finir sa vie en Floride, je pense qu'à l'époque, si on se serait cotisé, on aurait peut-être pu faire une cagnotte, je sais pas, mais on aurait pu facilement lui donner son million pour qu'il arrête de faire des films. C'est moi ou même son bouc, là, on dirait que c'est une greffe de poil de cul. C'est donc l'heure maintenant d'aller voler le pognon à la fourrière et Steven a une mission pour Lisa si les flics se pointent. Je fais quoi si les flics arrivent? T'as qu'à improviser. Propose-leur de leur faire des cookies. Le mec, il a un plan avec lui, OK? Il a amené une carte. La carte, elle est incroyablement précise, OK? Mais sinon, après 35 minutes de film, on a le droit à une baston à main nue dans un film de Steven Seagal en 2016. Vous vous souvenez de la baston dans le bar de Justice sauvage? Eh bien, imaginez l'opposé total de ça. Et là, Steven va prendre l'argent et tuer un homme. Un mec qui est juste un fonctionnaire qui lui avait absolument rien fait. On se croirait véritablement dans un film de Guy Ritchie, tellement le montage est bien ficelé. Il rejoint maintenant Lisa à la voiture et Steven Seagal, romantique un jour, romantique toujours. Tu me dois une sacrée partie de jambes en l'air. Et là, rendu à l'hôtel, on se rend compte que Steven n'a pas confiance en Lisa. Vous savez comment je sais que Steven n'a pas confiance en Lisa? Parce qu'il arrête pas de lui dire qu'il lui fait confiance. T'as pas confiance. Si, je t'assure. Si, je te fais confiance. Je sais ce que je fais. Gage, lui, va recevoir de l'aide de M. Varga. Il va lui envoyer un de ses meilleurs hommes. Un Asiatique de Paris avec un chapeau de cow-boy. C'est quoi ce chapeau? Monte dans la voiture. Hé, Simplin, enlève ton chapeau. Pour ceux qui ne sont jamais allés à Paris de leur vie, vous avez plus de chances de voir un mec chier dans le métro que de rencontrer un Asiatique avec un chapeau de cow-boy. De son côté, lui, Steven Seagal, il confond un flic avec une agence de voyage. Assez con de vieillir. Hein? Il me faudrait 2 billets pour me barrer loin d'ici demain. Pas de problème, qu'est-ce qui se passe? Peut-être grâce à la puissance du chapeau de cow-boy, mais Gage trouve tout de suite l'hôtel où se trouvent Steven et Lisa. 372, 3e étage. Ce sera sur votre droite. Et je dis ça, je dis rien, OK? Déjà, le chapeau de cow-boy aide pas, mais ce gars-là, il serait pas un peu attardé.
Pourquoi est-ce que Gage veut faire sucer son flingue à Lisa? Ce flingue sera la toute dernière chose que tu auras le plaisir de fourrer dans ta jolie et gourmande petite bouche. Et là, j'aimerais vous dire que Steven, il est énervé, rentre dans la pièce, commence à casser du bras, du genou, de la jambe. Mais on est en 2016, c'est absolument pas ça qui va se passer. Steven va bien sûr rentrer dans la pièce, sortir son flingue et commencer à tirer sur des mecs. Gage, quant à lui, va réussir à kidnapper Lisa et se sauver avec elle. Parce que de toute façon, en 2016, ça faisait longtemps que Steven Seagal ne courait plus après personne. Maintenant, Lisa se retrouve avec Gage et elle est pas très forte sous pression. Après 2 minutes de discussion avec Gage, elle dit c'est bon, je vais l'appeler, je vais laisser un message pour lui dire de venir me sauver. Parce qu'elle a dit à Gage, moi j'ai une chatte magique, ok? Puis un coup que Seagal a couché avec moi, une fois, eh ben c'est sûr qu'il va vouloir me sauver la vie. S'ils ne récupèrent pas leur argent, ils vont me tuer. On est vraiment dans un niveau maquillage de sang ici qui me fait penser au post-apo italien des années 80. C'était convaincant? Plusieurs personnes à travers les années se sont demandé mais quel est le hobby de Steven Seagal? Eh bien, c'est dans End of a Gun, sorti en 2016, qu'on a enfin la réponse. J'adore me débarrasser des salauds. C'est un peu mon hobby. Et là, on arrive tout près de l'assaut final. Et ce moment-là, c'est le moment du film où tu regardes ton téléphone, tu vas pisser, tu vides une demi-bouteille. Tu commences à penser à Justice Sauvage, à Nico, à désigner pour mourir. Tu te dis que derrière son costume noir et sa crinière de poil de cul, il existait à une époque un homme qui t'avait donné des films incroyables, mémorables, des classiques. Et comme une claque sur la gueule, un uppercut sur le menton, la réalité te rattrape. Il reste encore 20 minutes au film. Donc on arrive maintenant à l'assaut final et il a amené avec lui son pote flic, qu'on a vu 2-3 fois dans le film. Le flic en question a amené son fusil de précision et il nous démontre peut-être la pire manière de positionner un fusil de précision. 3. Allez, il y en a toujours un autre. Et là, j'ai mal à mon Seagal. Comme je l'ai expliqué à la demoiselle tout à l'heure, dans ce hangar, tout le monde porte un flingue. C'est comme ça. J'ai envie de mettre une chose au clair avec les gens, ok? Il y a un truc dans les films qui est souvent très mal fait, c'est l'argent. Oui, quand on nous montre de l'argent, c'est très rarement réaliste. On est au point où Steven Seagal a 1 million d'euros avec lui. 1 million d'euros en billets de 500. Une liasse, une palette, une brique de billets de 500, c'est l'équivalent de 100 billets de 500. Donc, 50 000 euros. Si chaque liasse vaut 50 000 euros, tu as donc besoin de 20 liasses de 100 billets pour avoir 1 million d'euros. Je sais que c'est con et c'est pas juste dans les films de Seagal, mais 1 million d'euros avec des liasses de 500, ok? C'est à peu près ça d'eau et ça de large, quoi. Comme ça. S'il avait mis des liasses de 10 euros, là, les 2 sacs remplis, moi, j'y crois, là. Bon, maintenant, c'est l'heure d'un piège à con. Reste à terre! On a maintenant le droit à la 3e baston du film où Seagal nous démontre toutes ses habiletés avec un couteau. L'honneur, c'est la marque de commerce de Steven Seagal. M'en fous de l'argent. Ce qui compte pour moi, c'est l'honneur. L'argent, il s'en fout. C'est pour ça qu'il fait ce genre de film-là, d'ailleurs. On croit qu'on aura le droit à un combat entre lui et Gage, mais non. Ah non, mais ce film-là va te décevoir jusqu'à la fin. C'est pas un navet pour rien. Il va juste tirer sur Gage. À la surprise générale, la danseuse avec qui il a couché une fois va le trahir. Donne-moi l'argent. J'imagine que ça veut dire qu'on va pas à Key West. Cet argent est à moi. Avouez que ça vous surprend quand même qu'elle décide de voler le pognon. Ce qui compte pour moi, c'est l'honneur. Au moins, son pote est là pour la tuer. Et ça, c'est la fin de End of a Gun. Je suis vraiment navré que ça soit terminé comme ça. Sur les 15 films que Steven Seagal a fait entre 2013 et 2019, la plupart ont été tournés en Roumanie. Parce qu'en Roumanie, ça coûte pas cher et apparemment les putes non plus. La plupart de ces films-là ont toujours eu des budgets aux alentours de 5 millions. Et tous ces films-là étaient prévus pour sortir en vidéo sur demande. Mais selon moi, le plus grand crime de Steven Seagal
dans cette période-là, c'est d'avoir pris ses fans pour des cons. Et ça, prendre ton public pour des cons, c'est pas gentil. En tout cas, c'est clairement pas honorable. Et Dieu sait que Steven Seagal est un mec qui se positionne toujours dans ses films comme un homme honorable. Mais disons que dans la vie de tous les jours, c'est clairement un mec qui ferait n'importe quoi pour essayer d'arnaquer un peu de pognon à des gens. Parce qu'ici, End of the Gun est un symptôme d'un problème beaucoup plus grave. Toute cette période-là du cinéma de Steven Seagal est une énorme arnaque. Mon avocat me rappelle de vous dire que c'est selon mon opinion. Seagal abuse clairement d'un auditoire nostalgique qui se souvient de lui à la fin des années 80, début 90, où il était un des meilleurs actionneurs au monde. Mais maintenant, il prend ce respect-là que les gens ont déjà eu pour lui, il fait de la merde et la nourrit à son public à la cuillère. Je sais même pas si on voit Steven Seagal marcher 3 fois dans End of a Gun. Non, à chaque fois qu'il y a une conversation avec quelqu'un, il est soit assis sur un lit, assis dans sa voiture, assis au bistrot. Je crois qu'il doit pas faire plus de 40 pas dans tout le film au complet. Et je suis généreux. En plus, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un film de Steven Seagal quand il y a uniquement 3 bastons à main nue dans le film? Et quand je dis baston à main nue, je parle d'un mec qui bouge ses bras comme ça et son cou un peu. C'est ça le Steven Seagal de cette époque-là. Un mec en surpoids qui fait le strict minimum. Et tous les bastons sont filmés tellement près que tu peux presque sentir son déo à travers l'écran, tu sais. Donc tu le vois absolument pas bouger. J'aimerais vous dire que c'est un choix artistique, mais c'est clairement pas le cas. Plus le mec approche la caméra, moins tu vois que Seagal a du bide et qu'il a de la difficulté à bouger, quoi. Le film dure 88 minutes, ce qui, à quelque part, devrait être une bonne nouvelle. Mais en réalité, le film ne dure pas 80 minutes, parce que t'as à peu près 20 minutes de plan que t'as vu 2 fois, ou de 4 fois le même plan de suite. On passe 30 secondes à le regarder se stationner, par exemple, à un moment. Il y a un système de flashback dans ce film-là qui est totalement ridicule et énervant. T'as vu une scène, ok? 5 minutes plus tard, on revient sur un flashback de la scène que t'as vue il y a 5 minutes. Je déteste quand on me prend pour un con dans un film. Si on enlève toutes les scènes doubles, les plans de placement qui durent beaucoup trop longtemps, ce film-là dure plus ou moins, selon moi, entre 50 et 55 minutes. Tous les acteurs qui jouent dans ce film-là ont l'air d'être là pour le chèque. Tout le monde s'en fout royalement, ok? Après, je mets une astérix à côté du nom de la fille qui joue la petite brune qui est toujours avec Seagal, parce qu'elle doit faire semblant que Seagal l'excite. Et ça mériterait une nomination aux Oscars. On fait face ici bien sûr à un scénario sans aucune imagination, probablement écrit sur une post-it par un mec bourré, et des dialogues sauvés par la VF. Oui, les ennemis de la VF, là, allez regarder un film de Steven Seagal, ok? Puis dites-vous que s'il n'y avait pas de VF, vous auriez juste la VO. Parce qu'en VO, ce film-là, il est pénible à écouter. Déjà, Seagal n'arrête pas de lancer du juron à gauche puis à droite. En plus, il se donne un genre d'accent de mec black du ghetto de New York. Et parfois, il marmonne des trucs que tu comprends pas. Si vous prenez l'énorme risque de regarder End of a Gun, vous allez peut-être mourir d'ennui. Et c'est là la différence parfois entre un nanar et un navet. Un nanar, tu vas t'amuser, tu vas rigoler, tu vas trouver ça débile. C'est un bon nanar d'habitude qui t'offre cette expérience-là. End of a Gun, c'est un gros navet bien pourri. Une merde sans nom. Et en plus, c'est clairement une arnaque. C'est un film sur 15 de cette période-là. Mais c'est important d'en parler parce que Seagal mérite pas que les gens regardent ça en pensant que c'est un film. Non, ce n'est pas un film, c'est une arnaque. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner et c'est la fin de Dimanche Navet.